Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des fans du crédit. Aujourd'hui, on va donner la parole à nos partenaires, les partenaires bancaires. Et j'ai le plaisir et le grand honneur de pouvoir accueillir autour de nous alors, Julien Bonin. Bonjour Bruno. CFCAL Banque, Oui. Directeur financier, mais directeur projet, directeur marketing. C'est ça? Dis-moi si je me trompe. Parce que ça... Moi je suis responsable du pôle finance, risque et projet. Et voilà. Eh ben, je vous allez de toute façon parler un petit peu aussi de vos structures juste après. Ludovic Terral. Bonjour Ludo. Bonjour Bruno. Alors, on se connaît depuis longtemps. Pour la plupart, on se connaît depuis longtemps, mais Ludovic, BNP Personal Finance, responsable des partenariats. Responsable des partenariats, du marché du courtage et principalement du marché du regroupement de crédit. François Le Prince, Arkea Financement, Personal Finance, c'est ça? Alors, c'est Arkea Financement et Services, c'est la filiale de crédit à la consommation du groupe de l'Arkea. D'accord. Groupe Crédit de l'Arkea, en charge du financement de la mobilité, de l'habitat et des partenariats. Et pour que tout de suite les choses soient claires, effectivement, ceux qui nous voient et qui te verraient à ce moment-là, te connaissaient aussi dans le cadre de tes anciennes fonctions de patron du CFCAL. Olivier Landrevie. Bonjour Olivier. Alors Bonjour, tu trosses les plateaux. Ancien confrère, ancien patron notamment de CAFPI, mais également précédemment directeur financier BRED et aujourd'hui avec deux structures, Money Smart, dont tu es le patron et le fondateur, et cofondateur de Prexange, c'est ça? Voilà, qui est une solution technique à destination des courtiers indépendants. Et ben voilà, tu as voulu prendre la parole, donc tu vas pouvoir y aller sur la présentation de vos petites structures. On a déjà presque tout dit. Oui, bon, moi aujourd'hui j'ai plusieurs casquettes, effectivement. Donc j'ai Money Smart, qui est une plateforme spécialisée qui produit de l'analyse financière et économique, qui parle de finances publiques, de finances personnelles, etc., etc. Et puis j'ai un petit portefeuille de fintech dans lesquels je suis actif en tant qu'investisseur ou plus, et donc notamment cette solution que j'ai cofondée qui s'appelle Prexange et qui essaye de réconcilier, de remettre de la fluidité dans le fonctionnement entre le monde du courtage indépendant, qui est un monde très fragmenté, et du courtage regroupé, et les banques. Voilà, sachant qu'il y a eu quelques tensions ces dernières années entre ces deux écosystèmes. Je pense que ce sont des tensions qui sont liées à des contextes et surtout à des virages qui sont pris et par les banques d'un côté et par les courtiers de l'autre côté. Dans tous les cas, on en reparlera effectivement dans son impact sur ces sujets-là. On va le refaire dans l'autre sens. Alors, François qui est à côté de toi, vite. Oui, donc tu commences à me parler d'Arkea. Arkea Financement et Services, qui est le nouveau nom de la société qui s'appelait précédemment Financo, voilà, qui est l'acteur de crédit à la consommation, et finalement qui est dans un modèle intermédiaire, donc qui fait beaucoup appel aux IOBSP, que ce soit des mandataires ou des courtiers, à la fois sur le financement de la mobilité, c'est-à-dire l'automobile, la moto, le véhicule de loisir, mais également tout ce qui est financement de l'habitat, de la rénovation énergétique. Nous sommes notamment très présents sur le financement des panneaux photovoltaïques, où on est un acteur relativement important. Et on a un troisième marché d'intervention où on est de plus en plus présent, c'est la commercialisation justement du prêt personnel, du prêt à la consommation via les sociétés de courtage en crédit. D'accord. B2C B2B2C. Donc à chaque fois B2B2C, que ce soit les vendeurs de voitures, les concessionnaires Harley-Davidson, les vendeurs de camping-cars, EDF Solutions Solaires qui propose notre solution de financement pour les panneaux photovoltaïques, ou certains des confrères du courtage en crédit qui proposent nos prêts personnels. Donc toujours dans un modèle B2B2C. Caractéristique de certaines autres filiales du groupe Crédit Mutuel Arkea. Merci Nicolas. François, Ludovic, BNP Personal Finance. Oui, une filiale du groupe BNP Paribas, spécialisée dans le crédit aux particuliers. Et pour ma part, je suis plus sur une entité, une marque qui s'appelle Sigma, qui est spécialisée dans le regroupement de crédit avec nos partenaires courtiers, voilà, en intermédiation totale. Alors, dans notre groupe, on fait aussi du crédit à la conso. Mais on peut nommer la marque CTLM, tout à fait, qui est très connue.
la plus connue. La vitrine. Mais Sigma est une marque réservée aux particuliers et à destination de nos partenaires. Voilà, le grand public n'a pas accès à cette marque-là. C'est une marque vraiment en B2B. Julien, on finit par toi. Donc, CFCL Bank. CFCL Bank, comme son nom le grand-père, est une filiale de Crédit Mutuel Arkea. Oui, mais parce qu'il y a un historique. Oui, il y a plus de 150 ans d'historique. Fondé en 1872. Il n'y a que moi, éventuellement, autour de cette table, qui pourrait peut-être l'avoir connu. Et une longue histoire bancaire. Voilà. On a une licence bancaire de plein exercice, donc on est la banque d'intermédiation de Crédit Mutuel Arkea. On est en modèle intermédiaire comme AFS, comme BNP, et on commercialise des produits et services financiers à un réseau de partenaires indépendants, les courtiers, les IOBSP, les CGP, les établissements de paiement, voilà, crédit spécialisé et épargne bancaire. Alors, la thématique d'aujourd'hui, elle peut paraître effectivement, comme je vous le disais, assez basique. Pour moi, j'ai eu le malheur de constater qu'elle était en tout cas pas du tout maîtrisée, ni d'ailleurs par les journalistes qui diffusent ces informations-là, pas plus que par les intermédiaires. On est dans une période chahutée depuis déjà quelques années, que ce soit par le contexte, par les événements qui nous arrivent, qui sont tous... Chaque année, on dit que c'est un événement inédit et nouveau, donc voilà, en l'occurrence. Mais aujourd'hui, ça a pour conséquence souvent que l'intermédiaire, puisque vous travaillez avec des intermédiaires, et Olivier nous fera part de son expérience aussi comme intermédiaire, c'est qu'on a beaucoup d'intermédiaires qui sont restés sur un modèle où on était en négociation de taux, conditions de taux, etc., ou de contrepartie, mais le taux vient généralement dans les premières informations qui sont amenées sur la table. Cela dit, une grille de taux, ça ne se décide pas comme ça, ça ne se négocie pas comme ça. À tous les coups, la banque a sa stratégie. Les directeurs financiers tiennent compte d'un certain nombre d'éléments. Et ce que je voulais dans cette table ronde, et merci d'avance, c'est d'éclairer un peu le public des auditeurs pour pouvoir savoir comment une banque puisse, de ce fait, construire sa grille de taux, se donner des marges, etc. Et pourquoi est-ce qu'on a des marges de dérogation? Pourquoi est-ce qu'on a des banques qui, d'un seul coup, flambent, d'autres qui descendent pour des parts de marché? Tout ça, sans trahir vos secrets de famille, parce que ça vous appartient, c'est du secret professionnel, mais je voudrais bien qu'on donne quelques éléments. Alors, comme je le disais, ces grilles de taux, ces barèmes correspondants, est-ce qu'il y a une corrélation avec la typologie de marché, la typologie de projet, la typologie d'emprunteur? Est-ce qu'on peut vraiment faire là-dedans un parallèle très fort? Alors, je vais commencer par Olivier, qui a une vision peut-être un peu plus globale. Alors, une grille de taux, c'est à l'intérieur d'une banque, c'est la rencontre entre une équation financière et une équation commerciale. Donc, si je commence par l'équation financière, c'est, dans la plupart des cas, c'est deux paramètres. Une banque, pour octroyer du crédit, va recycler d'une part des dépôts de la clientèle. Là, je parle des banques de dépôt. Ensuite, il y a évidemment des établissements spécialisés qui n'ont pas accès aux dépôts de la clientèle. Mais pour les banques de dépôt, c'est la source principale de refinancement de l'activité de crédit. Et la deuxième source, la source secondaire, ce sont des refinancements de marché que les banques vont négocier. Elles vont émettre des obligations sur des durées qui sont faites pour matcher à peu près la durée de vie effective des crédits dont on parle. Donc si on est sur des crédits à l'habitat, les banques vont lever des obligations entre 6 et 10 ans, qui correspond à peu près à la durée réel d'un crédit à l'habitat. Si c'est des crédits à la consommation, ça va être des durées plus courtes. Donc ces deux paramètres, évidemment, ils nécessitent beaucoup de planification et de pilotage de la part de la banque. Et ça se comporte en règle générale comme un paquebot, c'est-à-dire que quand on parle de lever des émissions obligataires, on parle de centaines de millions d'euros à chaque fois, donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut aller voir les investisseurs, ça se programme, ça s'anticipe. Bon.
Donc ça permet de fixer d'une façon qui est scientifique, quasiment incontestable dans chacune des banques, on va dire le coût de l'argent, qui va être très proche d'une banque à l'autre. Il y aura des petits écarts ici ou là, mais globalement, ça va être très proche. Excuse-moi de t'interrompre. Ces coûts, c'est quoi? C'est la cotation de la banque en termes de risque par les autres? Oui, ça va dépendre effectivement de la notation de la banque, de la façon dont elle est perçue par les investisseurs et également du degré de saturation qu'elle a vis-à-vis de ses investisseurs, de son empreinte financière. Il y a des banques qui savent qu'elles approchent ce qu'on pourrait appeler le taquet, donc ça peut commencer à devenir un peu plus cher, et puis il y en a d'autres qui se reposent moins sur les refinancements de marché. Donc ça donne des petits écarts, mais on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Globalement, les grands groupes bancaires français sont dans un mouchoir de poche sur ces questions-là. Et puis, à côté de ça, il va y avoir banque par banque une équation commerciale qui, là, peut être pour le coup très différente d'une banque à l'autre. Puisque, en particulier quand on parle des crédits à l'habitat, on sait, c'est un secret pour personne, que c'est d'abord un outil d'acquisition de clientèle. Oui. Donc, selon les moments, selon les stratégies, différentes banques peuvent avoir un appétit d'acquisition de clientèle par les crédits habitat qui va être variable. Et puis, s'ajoute à ça, dans l'exercice d'établissement d'une grille de taux, l'inconnu de la concurrence. C'est-à-dire qu'on a ces paramètres internes, mais on a toujours le doute, c'est le brouillard de la guerre, c'est-à-dire on ne sait jamais ce que l'autre va faire en face, le concurrent. Bon. Donc même si on voit les paramètres financiers qui soudain remontent parce qu'on est dans un choc de taux, comme celui qu'on a connu il y a 2 ans, on va avoir, la plupart du temps, la plupart des banquiers vont avoir une réticence à remonter trop vite leur grille de taux en se disant... Je ne sais pas ce que les concurrents vont faire, je ne veux pas forcément être le premier à tirer, ou si je suis le premier à tirer, je ne veux pas tirer trop fort, parce que sinon je vais me retrouver complètement décalé du marché. Et ces écarts qu'on peut avoir ponctuellement par rapport à la tarification de la concurrence peuvent avoir des conséquences qui sont vraiment binaires. C'est-à-dire qu'on peut passer en quelques jours d'une situation où on avait une production trop forte, qu'on essayait plutôt de ralentir, à soudain quasiment plus de production parce qu'on s'est mis hors marché, parce qu'on a été pris à contre-pied par un concurrent qui a eu une stratégie opposée à la sienne. Donc voilà. Et donc les deux équations. Et puis ensuite, par rapport à la façon dont tu formulais ta question, tu parlais des profils de clientèle. Il va aussi y avoir évidemment une question d'évaluation du risque. Je vais en parler, je crois, sur certaines opérations, certains profils un peu fragiles, certaines opérations un peu avec beaucoup de leviers. Si le banquier est d'accord pour y aller, il va aussi tarifer le risque statistique qu'il prendra. Et donc, ça va ajouter une petite marge supplémentaire par rapport à la tarification de base. Justement, Julien, on verra ça aussi avec Ludovic, etc., puisque on a dit que dans le groupe, il y avait un mastodonte aussi du crédit à la conso, mais on voit bien la généralité par rapport à ce qu'expliquait Olivier sur les ressources. Et puis, il y a un certain nombre d'établissements, dont le tien, qui sont... Alors, certes, j'imagine que la maison mère viendrait au secours si jamais il y avait un problème, mais déjà pas à n'importe quel prix. Et deuxièmement, vous fonctionnez plutôt avec un système effectivement de rapport de marché, là, pour le coup, j'imagine. Oui, alors c'est un tout petit peu différent depuis qu'on a lancé l'épargne. Alors François a lancé l'épargne. Donc on a un petit peu de dépôt qu'on recycle, comme le disait Olivier, mais c'est une toute petite partie de notre bilan. C'est une épargne forcément bancaire. Sinon, vous ne pouvez pas la rentrer. Court terme, taux variable, taux fixe, on pourra en parler. Mais le principe général, c'est qu'on va chercher notre refinancement à la centrale de refinancement du groupe, Arkéa, qui fait ses obligations foncières, qui fait son programme de refinancement global et qui donne à ses filiales un prix de marché. Donc on achète de l'argent pour refinancer nos encours et la production de crédit à un prix de marché. Voilà.
Et ce prix de marché, ce coût de la ressource, il est très dépendant de la structure du prêt. Un crédit long, c'est pas pareil qu'un crédit court. L'anticipation du risque de remboursement anticipé qu'on peut avoir dans le modèle est très importante aussi. Olivier l'a dit, voilà, un crédit immobilier, je sais pas, durée contractuelle entre 20 et 25 ans, plutôt une duration de 8-10 ans. Ça va dépendre des profils. Ouais. Et puis alors en plus qui se raccourcit quand les taux baissent et puis qui se rallonge quand les taux montent. Et alors ça c'est terrible. Oui, terrible. Mais on peut se couvrir. Mais quand il y a des à-coups de marché comme ça, les modèles n'anticipent pas bien ces à-coups de marché. Voilà, donc on va aller chercher de la ressource dans une structure qui ne fait que ça, où on peut aller chercher de la liquidité, on peut aller chercher du taux, et on construit notre programme de refinancement comme ça. Alors, j'en profite pour faire tout de suite une parenthèse qui est peut-être un peu hors jeu, excepté que ça va rentrer dans les histoires de coefficients d'emploi des banques. C'est que on dit souvent la banque elle collecte, vous avez collecté plein d'argent, etc. Mais ne sont pris en considération que les capitaux collectés qui restent dans le bilan bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va collecter dans l'assurance vie, quelqu'un qui va collecter dans les fonds des OPCVM ou des trucs comme ça, ça sort du bilan et donc ça alors non seulement ça, mais même sur les livrets réglementés. Livret A, plan d'épargne logement, ils peuvent etc. pas prendre la totalité. C'est remonté aux 2/3 à la Caisse des dépôts. Donc il ne reste qu'un tiers dans le bilan de la banque. Ludovic, on parlait du risque, là, justement, parce qu'on parle effectivement, là, on était plutôt sur ce qu'on appelle la marge d'intermédiation, le TMI et des trucs comme ça, mais il y a quand même d'autres composantes dans la composition d'un prix de revient et d'un taux. Le coût des exploitations, selon qu'on est aujourd'hui une entreprise comme Revolut qui fait parler beaucoup d'elle, mais qui est censée avoir des charges un peu moins fortes, une entreprise un peu plus établie, une entreprise avec des réseaux, avec des effectifs, et puis il y a la notion du risque aujourd'hui. On l'a évoqué qu'elle pouvait être différente selon les marchés. Ça impacte, parce que moi j'ai toujours entendu que le marché français était globalement très sécure. Alors le risque, c'est... Pour un organisme de crédit, c'est le métier de base, c'est gérer un risque. C'est gérer un risque, alors ça peut être sur les conditions de refinancement, mais c'est aussi sur les conditions de remboursement du crédit par les clients. Tous les clients ne remboursent pas de la même façon. Et on est, par expérience, parce qu'on a des générations passées qu'on peut analyser, on est capable de savoir si un client... De par sa typologie, va plus ou moins bien rembourser, sera donc plus ou moins risqué, et qui nous permettra d'avoir ce coût du risque plus ou moins élevé qu'il faudra intégrer dans le taux pour pouvoir pallier une défaillance de cette typologie. Alors, on parle souvent de score, on parle souvent de choses comme ça. On va segmenter finalement les générations passées et regarder si un locataire paye mieux qu'un propriétaire, si tel CSP paye mieux que tel CSP, si telle opération est plus risquée qu'une autre. Oui. Et ça, on va le segmenter dans une grille tarifaire, parce que dans une grille tarifaire, il y a plein de cases en fait. Et toutes ces cases-là vont avoir peut-être un coût du risque différent, ce qui permettra d'adapter le taux au risque réel, en tout cas statistiquement constaté, sur une population qui lui ressemble. Si je fais le parallèle avec l'assurance, c'est ce qu'on appelle l'actuariat dans le monde de l'assurance, et c'est la même chose sur la partie... C'est un peu ça. Et ça, François qui vient de l'assurance... Ouais, c'est un peu ça, mais ça demande pas mal de bases de données et d'antériorité dans le métier pour pouvoir analyser le plus finement possible. On peut se tromper, hein. Les gens ne peuvent pas réagir comme ils l'ont réagi par le passé. On le voit souvent avec des événements conjoncturels qui peuvent arriver, avec une inflation qui se met à galoper d'un seul coup, et puis finalement, c'est pas le profil qu'on avait déterminé qui devient risqué, mais c'est peut-être une génération qui devient risquée. Et à ce moment-là, on n'est plus sur le profil de l'emprunteur tel qu'on l'avait décidé au moment de l'octroi du prêt. Sur une génération de mais crédit. peut-être sur une génération qui se passe mal parce que impactée par une inflation qui cavale et qui fait que les mensualités deviennent plus difficiles à supporter. Alors, Bruno, il faut peut-être faire un distinguo dans cette explication entre le crédit habitat classique, oui, un marché sur lequel en France il y a quasiment zéro risque statistiquement, et le marché à la 3 points de base de coût du risque pour les banques. Et encore, excuse-moi, mais 3 points de base
en comptant la partie précontentieuse. Oui, pas oui, de risque final. oui, bien sûr. Le risque final, je crois avec qu'on les est à cautions mutuelles, de 0,3. toute façon. Voilà, donc contrairement à ce que nous racontait parfois le gouverneur de la Banque de France. Je ne reviendrai pas, on a des points communs là-dessus. Alors que, en revanche, sur les autres formats de crédit, crédit à la consommation, crédit revolving, etc., ou crédit spécialisé, certaines formes de crédit spécialisé, là, effectivement, il y a des ordres de grandeur de pertes statistiques qui sont nettement plus importantes, et du coup, il faut faire le distinguo au moment de la tarification vis-à-vis du client entre un bon client et un client plus fragile. Et puis il faut rappeler aussi que le risque statistique n'est pas le risque final. Non. Qu'on ait une garantie, qu'on n'ait pas de garantie, oui. Suivant la durée, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais et là, je vais me retourner vers François, mais vous avez des obligations de provisionnement et statistiques et réelles qui sont imposées par les organisations de supervision du marché, qui sont là pour sécuriser tout le monde, à commencer par le système. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, et en fait, sur le provisionnement du risque, en fait, sur les normes comptables françaises et surtout les normes comptables internationales, ce qu'on dit les normes IFRS, qui définissent finalement le niveau de provisionnement qu'on doit mettre de côté, à la fois pour tenir compte du risque avéré, c'est-à-dire que quand les crédits sont déjà en défaillance, ou par anticipation, ce qu'on appelle le bucket 1, bucket 2, le B1, B2, c'est l'anticipation du risque futur pour les crédits qu'on octroie dès l'origine. Et donc ça, cette gestion du risque, elle est inhérente à chacun des établissements bancaires, et chacun a sa méthodologie, notamment pour les évaluations statistiques du risque futur, même si il y a des convergences qui sont relativement fortes. Oui, parce que ces convergences, je crois que vos tableaux de provisionnement sont soumis à la CPR. Sont régis par les commissaires aux comptes, en fait. Ce sont les commissaires aux comptes qui finalement vérifient la suffisance des provisions que nous sommes amenés à constituer dans les comptes consolidés. Alors, ok, j'entends tout ce que vous me dites. N'empêche que les taux sont des indications. Alors, il y a des indications qui sont plus ou moins rigides. On l'a évoqué tout à l'heure, la notion de dérogation. Alors, je pense qu'on va retrouver ce que tu évoquais, Olivier, sur la stratégie momentanée ou sectorielle. Qu'est-ce qui permet d'actionner ces marges de manœuvre en général qui sont données ? Alors, à différents niveaux, soit directement au niveau de l'agence, soit en souplesse avec des comités plus hiérarchiquement plus élevés. Je pense que on a parlé jusqu'alors du coût de l'argent, oui, qui est l'essentiel. C'est le premier niveau de base. On a parlé du risque, c'est-à-dire finalement quand on prête de l'argent à un emprunteur, il faut s'assurer qu'il va rembourser son crédit. Je pense qu'il y a deux éléments qu'il ne faut pas oublier. Un, chaque établissement bancaire exerce une activité commerciale et engage des frais de gestion, mais des frais de commercialisation. Donc ça, il ne faut pas oublier aussi que forcément, comme c'est une activité commerciale, il faut financer ces frais. Et le dernier élément qui est vraiment crucial sur l'activité de banquier, c'est que finalement, il faut avoir en tête que pour chaque euro de crédit produit par un établissement, il doit mettre de côté du capital, du fait d'une activité régulée propre au secteur financier. Et donc, pour chaque euro de crédit qui est octroyé à un emprunteur, il faut mettre des fonds propres de côté. Fonds propres ou considérés comme fonds propres, oui, etc., selon les normes. On appelle les Risk Weighted Assets, les RWA. Et donc, il faut avoir suffisamment de fonds propres pour pouvoir exercer le métier de banquier. Tout à fait. Et donc ça, ce point important, il est extrêmement important parce qu'après, finalement, d'une banque à l'autre, chacun va estimer le niveau de marge qu'il va le souhaiter ou niveau de rentabilité, ce qu'on appelle la rentabilité du capital qu'on a immobilisé pour l'activité. Et c'est là où finalement, dans la constitution de la grille de taux, il y a finalement trois étapes. La première étape, c'est de dire pour chaque groupe bancaire, quel est le niveau de rentabilité du capital qu'on immobilise, qu'on souhaite en cible au minimal.
C'est-à-dire que finalement, on a déjà une première différence d'un groupe bancaire à l'autre. C'est suivant, par exemple, qu'on est coté sur les marchés français, européens ou américains, ou suivant qu'on est un groupe mutualiste, coopératif, avec peut-être une exigence de rentabilité de ce capital mis de côté qui peut différer d'une fois sur l'autre. Donc ça, c'est dans la vision groupe bancaire, c'est vraiment un point quand même extrêmement important. Juste, excuse-moi de t'interrompre, juste peut-être pour rappeler les grandes masses, aujourd'hui, si je parle du crédit immobilier, les 4 mutualistes, c'est 72%, 73% de... Je vais dire 75, mais... Ouais, c'est ça, du marché. Donc, on est sur ce que tu évoques. C'est-à-dire que, effectivement, c'est les groupes c'est le rendement des parts sociaux, des parts sociales. Ouais, alors là, sur ce point, il y a une inégalité dans le paysage bancaire français qu'il faut peut-être commenter. Je vais le faire moi. Je serai plus à l'aise que vous. Ça les mettra. Non, mais c'est-à-dire que sur cette question des capitaux propres, des fonds propres, une banque qui, on va dire, qui aurait développé un peu trop vite son activité de crédit et qui se retrouverait bientôt à court de capitaux propres réglementaires, si c'est une banque mutualiste, aujourd'hui, on va dire, les dirigeants de banque sont relativement détendus sur cette question parce qu'ils ont une capacité, en tant que banque mutualiste, à lever des fonds propres sous forme de parts sociales assez facilement à un coût très bas. Les parts sociales, c'est rémunéré comme des livrets, en gros. Voilà. Quand vous vous appelez BNP ou Société Générale, si vous vous retrouvez dans cette situation, il faut aller en bourse et faire une augmentation de capital. Et les investisseurs attendent 10, 12, 14% de rendement. C'est pas la même histoire. Donc, sur cette question-là, il y a vraiment une différence d'approche entre les acteurs. Alors, qui joue pas forcément beaucoup pour le crédit à l'habitat parce que c'est peu consommateur de fonds propres, le crédit à l'habitat. Aujourd'hui, peu consommateur. Et je pense que ça, c'est... Mais en revanche, sur les crédits unsecured, consommation et autres, là, c'est... Consommation, faible consommation parce que risque final constaté et historique faible. Et deuxièmement, duration, la durée réelle de détention. Duration finalement beaucoup plus faible que la durée initiale. Le premier point, c'est parce que sur le crédit habitat, c'est très peu risqué et que chaque groupe bancaire, dans les grands groupes bancaires français, on a développé ce qu'on appelle des modèles avancés pour évaluer finalement le risque final de ces crédits. Et comme le disait Olivier, force est de constater qu'en l'état actuel de la réglementation, les banques, sur les crédits habitat, mettent de côté très peu de fonds propres. Ce qui n'est clairement pas le cas sur le crédit à la consommation ou d'autres types de crédits qui sont plus risqués ou faits exercer par des métiers spécialisés. Donc ça, c'est le... Après, il peut y avoir les enveloppes unitaires de crédit aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui se positionnerait sur un marché haut de gamme avec un ticket moyen à 1 million d'euros de prêt par rapport à quelqu'un qui fait du crédit à la conso sur 5 ans en moyenne avec 14 000 ou 15 000 euros de prêt. C'est sûr que le défaillance, même si on a un taux de défaillance plus élevé, les montants mis en jeu ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est tout l'enjeu, et c'est ce que disait Ludovic sur le métier de base du banquier, c'est de gérer les risques. Et donc, pour gérer les risques, il faut diversifier les risques. Donc forcément, d'avoir un risque unitaire plus élevé nécessite un niveau de prudence plus élevé. C'est assez logique. Alors, je reviens sur ce que vous évoquiez, surtout tous les deux, sur le sujet. Il n'y a pas que le refinancement sur les marchés, etc. On va aussi interroger Julien par rapport à ça, sur ce coût de refinancement. Mais en l'occurrence, est-ce que on a une vraie différence d'approche de ces coûts qu'on peut donner par rapport à des univers anglo-saxons ou quoi que ce soit, qui sont plutôt en business unit, c'est-à-dire que je fais du crédit, je veux que mon crédit soit rentable et quoi que ce soit, alors qu'en France, avec la Banque universelle, on est plutôt sur un melpote dans lequel on va y intégrer et on voit bien le PNB projectif par rapport à des domiciliations de revenus, par rapport à des cartes et des services vendus, etc., etc. C'est-à-dire que dans le paysage bancaire français, la mobilité des clients est assez faible. Oui, même si la plupart sont mécontents, ils ne bougent pas. Oui, c'est assez étonnant. Et l'acquisition de la résidence principale est un des rares moments de vie où on arrive à convaincre un Français de faire l'effort de changer de banque.
Du coup, les banquiers français ont pour habitude d'utiliser ce produit-là comme vraiment un produit d'acquisition de clientèle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui peut donner occasionnellement, du coup, des écarts parfois assez étonnants avec la réalité du coût de l'argent. C'est-à-dire que quand tu as déjà un très bon client et que tu sais, ton contrôle de gestion te dit que tu fais X milliers d'euros de PNB tous les ans sur ce client, autrement dit que c'est un client historique très rentable. Bon, le jour où il fait l'acquisition de sa résidence principale et il te met en concurrence avec d'autres banques, tu as un enjeu de ne pas perdre. Tu sais que si tu ne fais pas toi-même le crédit immobilier, tu vas perdre le reste de la relation. Donc tu vas perdre le chiffre d'affaires que tu fais année après année avec ce client. Voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on voit parfois des hiérarchies commerciales qui acceptent de déroger aux grilles de taux pour s'aligner sur une offre très agressive d'un concurrent qui cherche à capter ce nouveau client. Alors, je vais reprendre, mais c'est de la provoque, je vais reprendre des attitudes de banquier et de courtier. Et le banquier qui dit depuis des années, mais de toute façon, je gagne rien sur le crédit immobilier. Et le courtier qui dit, mais attendez, vous prenez vos outils, parce que beaucoup de banques maintenant commencent à mettre à disposition des outils de calcul prévisionnel de PNB. Et si je prends votre outil, ça passe. Sinon, vous ne me vendriez pas à perte le truc. C'est quoi la réalité? C'est parce que on projette dans les outils une relation durable, relativement longue, et au fait, c'est pas tout à fait ce qui se passe, ou c'est derrière une réalité qui est que je mixe effectivement tout un tas de sujets. Clairement, le crédit habitat, c'est un harpon à faire de la conquête commerciale. Et la conquête commerciale, pourquoi ? Et je le redis, et tu le dis Bruno, la rentabilité en tant que telle du crédit immobilier, elle est très faible dans les banques universelles. Pour pas dire négative en ce moment. Négative en ce moment. C'est pour ça que ce marché ne peut pas être comparé au marché de crédit à la consommation ou du regroupement de crédit, où là on retrouve des mécanismes, je dirais, de marché plus cohérents entre le prix d'achat, le prix de revient, la marge et le prix final. Ce qui n'est pas tout à fait vrai sur le crédit immobilier aujourd'hui. Parce que sur une banque universelle, le crédit immobilier sert à vendre du compte courant, à vendre de l'épargne, à vendre de l'assurance, générateur de marge additionnelle et de PNB pour le client. Ce que vous dites, je pondérerai un tout petit peu ce que vous dites, sachant que dans 85% des cas, statistiquement, il y a aussi l'assurance emprunteur qui, elle, est bien margée. Alors, voilà. Mais bon. Non, mais c'est important parce que là aussi, le courtier, et on ne peut pas leur jeter la pierre puisque notre autorité de contrôle prudentiel, qui est notre gendarme réciproque et respectif par rapport à ça, passe son temps à nous dire il faut faire l'information auprès du client qu'il peut changer, substituer son assurance emprunteur, etc. Tandis que on est bien conscient de ce que vous dites la plupart du temps, parce que vous nous l'expliquez, c'est que effectivement le crédit ne vaut et les conditions ne sont proposées que parce que par ailleurs, il y aura des contreparties ou des additions de revenus. Et donc, je suis pris entre le marteau et l'enclume. J'ai mon autorité réglementaire qui me dit « vous devez préciser au client ». Et puis, il y a la relation avec le banquier qui dit « bah oui, mais si tu me fais ça, moi, je gagne plus d'argent ». Sans faire ancien combattant, Bruno, ça fait longtemps qu'on se connaît. Il y a quelques années, c'était pas comme ça. On avait des taux qui étaient beaucoup plus chers parce que et la marge permettait de vivre sur le crédit sans avoir tous ces produits annexes. C'est l'évolution du marché, c'est comme ça. Non. Oui, non, mais je parle au nom des courtiers qui pourraient nous écouter de façon à aborder tous ces sujets qui sont des sujets, des poils à gratter la plupart du temps par rapport à tout ça. Oui, Julien, je voulais revenir sur le refinancement. Donc, tu évoquais le fait de la centrale d'achat de refinancement, mais qui est une forme de centrale d'achat sur le marché. C'est quand on voit les résultats que produisent certaines banques. On n'est pas là pour les nommer et je ne rentrerai pas dans les détails, mais sur ces activités de ce qu'on appelle BAFI, banque de financement, etc., et d'investissement. Oui, ça veut dire que ces centrales se font aussi
elles ont un business unit là-dedans, et elles sont obligées aussi de ressortir. Elles ne sont pas forcément qu'au service des filiales. Ouais, mais on pourrait faire Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce qu'elles font ce métier-là. Elles font ce métier-là, mais on pourrait se poser la question de si on le faisait de façon indépendante. C'est-à-dire que n'importe quel organisme pourrait aller chercher de l'argent sur les marchés. Donc, quel prix on le paierait? Quelle serait notre capacité à aller lever des fonds? À quel prix, etc. Donc là, on a déjà l'assurance d'accéder, mais à une liquidité qui est quasiment illimitée, enfin, avec Arca. Alors, illimitée, c'est pas le bon terme, mais disons largement... le marché français, le marché bancaire français largement est proportionné. Voilà, largement... Ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Presque, ça n'a pas de prix. On pourrait en parler aux Grecs, par exemple, ou aux Portugais. Et par ailleurs, en faisant de l'acquisition de dépôts, il faut bien rémunérer les contributeurs. Il faut bien que tout le monde touche sa marge là-dedans. Donc voilà. Donc le principe, il est un peu, en tout cas quand on construit la grille de taux, parce que dans la réalité on fait de façon un peu différente, c'est qu'on a ce qu'on appelle un TCI, un taux de cession interne, voilà, qui est un prix de marché. Et c'est sur cette base-là qu'on construit la grille de taux. Après, dans la réalité, on fait des arbitrages. On va tirer un peu plus court, un peu plus long. Voilà, on peut faire des arbitrages. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On est très... voilà. Mais on peut optimiser un petit peu. Voilà. Et après, ça se traduit dans le compte de résultat de la filiale. Mais c'est vraiment le principe de base, c'est qu'on a un taux de cession interne, et c'est ça. Et c'est vrai pour toutes les filiales du groupe Arca, voilà. Oui, mais la rentabilité des de tous les groupes et les grilles de taux se basent sur ce taux de cession interne, qui est un prix de marché, au sens... Mais Bruno, je pense qu'il faut éviter l'amalgame que tu as fait dans ta question entre le métier refinancement et les métiers de BFI, de banque d'affaires. Le métier refinancement, c'est un métier qui est systématiquement rattaché aux directions financières. C'est un métier, c'est une fonction support qui est au service du reste de l'organisation, qui n'est pas un centre de profit, elle n'est pas là pour faire de la marge. Les BFI, ça, c'est une vraie business unit qui est là pour faire du business et de la marge. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. J'ai pas dit que je validais ce que je pose les questions faussement candides de façon à ce qu'on puisse justement anticiper les questions. Et puis, il y a un autre métier, c'est quand même d'assurer tous les éléments de ratio de liquidité, de gap de taux, enfin, toute la solvabilité de la banque est pilotée en centrale. Et ça, c'est aussi un point très fort et très important. D'ailleurs, ça enlève aux directions financières locales toute la lourdeur du processus, ça nous dérisque un peu, et ça permet de piloter au global des montants qui sont très importants, et des relations d'affaires avec les investisseurs qui sont aussi... enfin, tu l'avais dit, Olivier, voilà, ils sont très sensibles à... Voilà. Ouais. Alors, on est dans un contexte, on l'a évoqué, forcément, c'est chahuté. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un directeur financier, de quelqu'un qui est soumis à ces sujets-là? Voilà, j'ai mon réseau qui pousse pour avoir les trucs, et puis d'un seul coup, il y a les taux qui font du yo-yo. On a connu sur ces... allez, on va dire depuis la crise des subprimes, on a quand même connu pas mal de cycles assez heurté. On n'en avait pas connu d'autant aussi heurté depuis quelques années. Donc, comment ça se passe? On capitalise sur des enveloppes qui sont déjà positionnées, on se dit on gère plus étroit, on l'a vu avec, il y a 2-3 ans, on avait sur des maximums de crédits tolérés, etc., pour pas tout consommer d'un coup, c'est ces sujets-là? Je vais être un peu piquant. Il y a 2-3 ans, le métier de banquier, c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué? Parce que les taux courts étaient supérieurs aux taux longs. Et dans ces cas-là, ce métier était compliqué, parce que notre rôle de banquier, finalement, c'est transformer de la ressource courte pour prêter sur des durées plus longues. Et finalement, quand on a des taux courts qui sont plus hauts que les taux longs, finalement, ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans l'avenir. Et ça, ce métier-là, c'est compliqué quand le métier de base d'un banquier, c'est de gérer les risques. Et tu évoquais que finalement, la performance économique et financière des banques s'améliorait ces derniers temps. Force est de constater que aujourd'hui, l'argent à court terme coûte beaucoup moins cher qu'à long terme. Et donc, on refait notre métier de base
où l'argent que les dépôts clientèle nous recevons servent à financer les crédits que nous octroyons à plus long terme. Et donc aujourd'hui, même si c'est compliqué, même si les marchés sont, on va dire, assez sensibles, le contexte de taux d'intérêt n'est pas défavorable au métier de banquier. Et même plutôt favorable. Dont acte. Après, économiquement, ça se voit dans les résultats. Oui. Mais par contre, et on en revient, nous faisons une activité commerciale. Et donc après, tout l'enjeu, c'est de voir finalement la concurrence qui prévaut entre chaque établissement. Et comme aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir en France des établissements qui sont importants, significatifs, mais qui veulent aussi croître et se développer, ce qui est normal et légitime, on a une concurrence qui est relativement forte, mais saine, entre les différents acteurs du crédit. Et donc après, forcément, ça tire les marges vers le bas. Alors, on a évoqué... non, mais... Et rassure-toi, Bruno, on n'est pas... mais je suis pas inquiet. Les grilles de taux, elles changent. Elles pourraient d'ailleurs changer tous les jours. Au moment... Dans un marché... J'ai connu des périodes où elle changeait toutes les semaines. Alors, mettons ces périodes mouvementées de côté, mais voilà. Donc, on essaye d'avoir un peu de stabilité. C'est important, la stabilité de l'offre commerciale. Tu parlais de relations commerciales avec nos distributeurs. C'est très important d'avoir des grilles de taux qui bougent pas tout le temps, qui font pas yo-yo. Voilà. Donc, on est obligé de regarder aussi un peu à moyen terme, long terme, quelle est la trajectoire qui est prise. Et puis, peut-être à des moments, d'accepter, peut-être d'avoir sur certains profils clients, sur certaines gammes produits, un petit peu moins de rentabilité, parce qu'on sait que c'est le pot de Nutella qui fait rentrer le client oui, il y a mais ça, c'est clair. Voilà, La vitrine, en sachant que, voilà, probablement, à long terme, on retrouvera un mix produit plus favorable, des conditions de refinancement plus favorables, etc., etc., etc. Donc ça fait partie aussi de notre métier, c'est-à-dire de pas réagir ou surréagir à des mouvements de marché qui peuvent être... on l'a vu, en 15 jours, les taux ont bougé de 15 BP. Voilà, un peu de prise de distance. C'est important. Je te donne un exemple, Bruno, sur l'activité que je connais le mieux, le regroupement de crédit en ce moment. On fait un comité tarifaire tous les mois. Tous les mois, on va décider de notre grille de taux. Pendant les difficiles années qu'on a eues durant cette crise de refinancement, on a eu un usure qui a changé tous les mois. Et donc là, on s'est tous mis à faire des comités tarifaires tous les mois parce que l'usure bougeait. C'est vrai. L'usure est revenue à 3 mois. C'est pas plus mal. Moi, je travaille qu'en intermédiation. Donc, pour donner de la visibilité à nos partenaires, c'est pas mal d'avoir une grille qui se tient un petit peu sur la durée. Il n'empêche pas vrai que nos comités tarifaires mensuels, de par nos conditions et les TCI peuvent bouger tous les mois, on peut aussi bénéficier d'une petite opportunité quand il y a une plus-value ou un petit ajustement qui, entre deux usures, doit pouvoir permettre de faire une tarification plus attrayante sur tel profil ou de faire bénéficier à nos partenaires d'une tarification meilleure pour leurs clients. Je crois qu'il faut de la stabilité, mais il faut aussi être un peu réactif et agile. C'est vrai que cette usure tous les mois posait des problèmes, mais elle allait dans le bon sens parce qu'on pouvait répercuter rapidement cette baisse d'usure. Maintenant, je dirais, entre stabilité et flexibilité et adaptabilité, il faut faire un petit peu des deux. Voilà. Non, mais... Alors, bon, Olivier et moi, à l'époque, on était du même côté. On s'est suffisamment fâchés, on va dire ça comme ça pour être poli. Il fallait bien que quelqu'un se fâche, puisque Oui. les banquiers n'osaient pas le faire. Justement pour que on adapte à la situation des conditions d'encadrement qui sont... Vous voyez que ça a porté ses fruits. Oui, enfin avec un an d'écart, ce qui veut dire que on a commencé à avoir... Une de bout de ficelle temporaire. Oui, et puis on a quand même raté une occasion de vraiment réformer le truc pour que ça n'arrive plus, quoi. Je suis très d'accord. Et en plus, c'est
arrivé avec une inertie, ce qui finalement, la plénitude de l'emploi mensuel d'usure, il est arrivé au moment où ça commençait à repartir. Donc, voilà. Enfin bon, on va pas revenir là-dessus, c'est du passé, mais ça pourrait nous servir de leçon si on est capable de s'en souvenir, c'est qui est une autre chose. Alors, je voudrais tordre le cou avec vous sur un certain nombre de préjugés, de choses qui circulent, aussi bien dans la presse qu'ailleurs, sur les indices ou les référentiels de refinancement, parce que on parlait de la centrale, mais on va sur quoi? Sur les taux du marché privé des obligations, on va sur le sujet de la BCE qui me fait toujours mourir de rire quand je le lis. Les taux directeurs baissent, donc les taux vont baisser, etc. Voilà. Et puis le sujet, alors là, sempiternellement fantasque de l'OAT 10 ans, qui est un référentiel. Donc, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Quelle est l'incidence de tous ces indices dans la fixation des grilles et des taux? Alors, en quelques mots, tu as déjà mis les points aux bons endroits. Donc, le taux de la BCE, c'est un taux à 7 jours. Donc, aucun directeur financier sérieux ne va même imaginer refinancer des crédits à 20 ans. Et dis-moi si je me trompe, c'est en plus c'est des mesures d'urgence en plus. Oui, oui. En plus, le directeur général de la banque se prend un coup de fil de Francfort. Donc bon, on évite. Ensuite, le vrai indicateur, le meilleur indicateur, quand on sait où aller le chercher, mais on trouve ça sur Internet, ce sont les taux qu'on peut voir évoluer tous les jours des obligations foncières émises par les banques, où là, on voit exactement ce qui se passe, de façon incontestable, voilà. En lecture directe. Ensuite, effectivement, la référence à l'OAT, c'est une approximation. Parce qu'en réalité, les obligations foncières qui sont émises par les banques donc, sont des produits ultra sécurisés, à taux fixe, durée fixe, et donc ça a toutes les caractéristiques pour un investisseur d'une OAT. C'est une quasi-OAT. Quasiment zéro risque, taux fixe, durée longue. Boum. Donc ça vient en termes d'appétit des investisseurs institutionnels, des grands investisseurs internationaux, ça vient dans la même case que les obligations d'État. Du coup, c'est en concurrence avec les obligations d'État. Quand BNP lève une obligation foncière, elle doit convaincre les investisseurs qu'il vaut mieux acheter le papier BNP que l'OAT ce matin. Bon. Donc du coup, le taux de l'OAT constitue une référence contre laquelle il faut se battre. Et quand on observe, moi j'ai fait l'étude pour Bercy d'ailleurs, quand on cherche le taux de corrélation entre les taux des obligations foncières et le taux de l'OAT, il est 95%, quoi. Enfin, ça bouge ensemble. Est-ce que dans cet état d'esprit-là... Donc, c'est une bonne approximation quand on n'a rien de meilleur à offrir, oui, d'accord. Voilà. Mais est-ce que on arrive à un moment un petit peu uesque, c'est que la dette souveraine, et donc l'OAT, est théoriquement pénalisée par une notation de la France qui va être finalement moins bonne que celle des grands établissements bancaires? Alors ça, je ne sais pas si ça arrivera. À chaque fois que la France perd un cran de notation, dans la semaine qui suit, les agences répercutent sur les banques. Je ne connais pas, en France en tout cas, il y a peut-être des pays émergents où ça arrive, mais... Après, ça dépend finalement de la présence de la banque dans les différentes zones. C'est-à-dire qu'effectivement, un crédit mutuel ou un BPCE qui est très français, même si certains groupes sont beaucoup plus internationaux, forcément sont très dépendants à la qualité de la signature de la France. D'autres groupes qui sont beaucoup plus internationaux, ils peuvent dépendre finalement de leur zone d'implantation dans le monde, et donc être un peu moins sensible strictement au risque pays français. Mais les deux restent très liés. Je pense qu'il faut pas se raconter d'histoire. Au fur et à mesure que les coûts de financement de l'État français se décalent, notamment quand on les mesure par rapport à l'Allemagne, cette prime de risque que l'État doit accepter de payer aux investisseurs, elle se répercute indirectement via les circuits bancaires dans les taux de crédit. Autrement dit, l'écart France-Allemagne, il est passé de 25 points de base il y a 5 ans à 80 aujourd'hui. 80. Ça fait x3 en gros.
Cette différence, c'est autant qu'on a aujourd'hui en plus, même si c'est caché, on ne le voit pas en lecture directe, mais voilà, on pourrait avoir des taux 50 points de base inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui si nos finances publiques étaient restées en niveau relatif en parallèle de l'Allemagne, quoi. D'accord. Ce qui explique les propos, notamment les tiens, que je lis beaucoup, sur le fait de dire que il faut s'attendre, et François le redisait tout à l'heure, il faut s'attendre à ce que les taux remontent, parce qu'effectivement, si... ça n'est jamais instantané. Hein. Non, il y a des autant, tout à l'heure, je parlais de la corrélation qui est quasiment parfaite entre les obligations foncières et les OAT, donc ça, ça se joue au jour le jour. Autant ensuite, la répercussion de ça dans les taux de crédit, il y a des effets de latence. Hein. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, les banques se regardent un peu en chien de faïence quand il s'agit de remonter les taux, donc ça prend toujours un peu de temps. Donc, un effort sur la collecte, t'as vu il peut se passer quelques mois avant qu'on en voit tous les effets sur les taux de crédit. Mais, cela étant, il est quand même assez rare qu'on se retrouve avec des taux de crédit immobilier inférieurs au taux de l'OAT, et c'est la configuration qu'on a depuis le début de l'année. Je ne sais plus si tu l'as dit, l'OAT, là, au moment où on tourne 3,36, 3,38, mais il y a encore quelques jours, c'était 3,50. Et on emprunte, je crois que l'Observatoire Crédit Logement a sorti 3,12 au mois de septembre. Et donc ça, c'est quand même assez rare qu'on puisse emprunter en dessous du taux de l'OAT, et ça ne dure jamais très très longtemps. Donc, moi, ça me fait... Alors, ça peut se régler de deux façons. Hein. Soit un miracle, que je ne m'expliquerai pas, mais je n'ai pas de boule de cristal, et l'OAT se met à baisser. Soit, si l'OAT reste à son niveau actuel, je pense que les taux de crédit sont amenés à être réajustés à la hausse dans les semaines qui viennent. Alors, autre dictat populaire à laquelle je voudrais bien tordre le clou aussi, profiter de cette table ronde, c'est oui, les banques gagnent plein d'argent, ils pourraient faire un effort sur les taux, etc. Il y a un sujet, c'est que le marché français, il est, pour les particuliers en tout cas, il est à taux fixe. Donc aujourd'hui, même si on a une duration qui est, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, entre 8 et 10 ans, j'ai même été surpris de voir que certaines études faisaient voir une remontée, constater une remontée, mais ça reste un aléa. La banque, elle est obligée de provisionner ce différentiel de risque de taux. En fait, elle ne provisionne pas. Le métier de la banque, c'est gérer le risque de crédit, le fait que l'emprunteur rembourse, et ce qu'évoquait Julien, à savoir gérer les équilibres de la banque. Et les équilibres, c'est le bilan. Et donc, de gérer à la fois la liquidité, assurer suffisamment de liquidité pour payer les crédits, et de gérer le risque de taux, c'est-à-dire finalement de faire l'équilibre entre son actif et son passif. Et tout l'enjeu, c'est de savoir quand les taux d'intérêt bougent, d'être en mesure de faire évoluer l'actif et le passif dans les mêmes proportions. Et donc, tout l'enjeu de la banque, c'est simplement de gérer ces grands équilibres. Donc, il n'y a pas de provision en tant que telle, parce que les crédits à taux fixe pour les particuliers crédit habitat, ils sont dans le bilan à coût historique, c'est-à-dire au prix d'achat. Il n'y a pas de valeur de marché de ces crédits, mais par contre, on équilibre la valeur économique en gérant le taux à l'actif et au passif du bilan. Je reviens contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, la BCE regarde de très très près les indicateurs de risque de taux des banques, et a très peu de tolérance pour, quand elle voit se former du risque de taux dans un bilan. Donc on ne pourrait pas avoir en France des accidents tels qu'on a eu par exemple avec Silicon Valley Bank, c'était quand il y a 2 ans, 3 ans, aux États-Unis, où voilà, avec des dépôts très courts, la banque s'amusait à aller acheter des bons du Trésor à 30 ans. Quoi. Alors, couverture de taux. Si je reprends ce que vous m'expliquez, ça veut dire que, ok, le risque acquis, le risque entériné du coût d'acquisition du crédit, etc. Par contre, derrière,
oui, il n'y a pas de modification, sauf parce qu'en France, on n'utilise pas énormément tous les systèmes de refinancement, de cession de créances, etc. Si jamais il y avait de la diffisance ou des sujets de ça, il y aura une valorisation de portefeuille de crédit, et forcément, on ferait le rapport avec le marché actuel derrière, comme pour les obligations, j'imagine. Mais c'est le risque de défaut de l'emprunteur, c'est les créances douteuses. Après, aujourd'hui, force est de constater que dans les bilans des groupes bancaires français, c'est très très bas. Alors ça a légèrement augmenté ces derniers mois compte tenu de la situation économique des agents particuliers ou des agents d'entreprise. Mais force est de constater que dans les bilans bancaires français, ce taux de créance douteuse, qu'on appelle le taux de NPL, il est à 2-3%, il est très très bas. Donc aujourd'hui, c'est une gestion qui est, comme l'a précisé Olivier, en fait, on est extrêmement suivi. Il faut juste avoir en tête la surveillance que nous avons à la fois des autorités bancaires européennes et françaises. Donc, Alors, Bruno, je devine dans ta question qu'il y a l'idée que, mais j'ai peut-être mal compris. Mais c'est moi qui n'ai pas dû être clair. Si une banque devait aujourd'hui revendre un portefeuille de crédit habitat historique qui ont été faits à l'époque où on faisait crédit à 1%, c'est sûr que ce portefeuille de crédit à 1%, aujourd'hui dans le marché, il vaudrait bien en dessous du pair. Donc il y aurait une décote très importante. Je dis pas que c'est impossible, je dis qu'on l'a vécu quand même à 2-3 reprises ces 15 dernières années. Crédit foncier, CIF, où on est obligé de créer des structures spécialement dédiées à ça pour le CIF. Le crédit foncier, on a une structure qui gère les encours et qui parties ont été reprises. Voilà, donc, des cessions de créances saines de crédit et de crédit immobilier en France, c'est très très rare. Très, très, très. Oui, parce que le nombre de groupes bancaires est relativement limité et qu'il est très solide. C'est aussi la raison pour laquelle... Ouais, et puis, c'est un peu technique, mais par ailleurs, la moins-value latente que tu as effectivement sur ces portefeuilles à l'actif, tu en as le miroir en fait au passif. Les refinancements que tu as pris à l'époque sur des taux longs qui étaient extrêmement bas, tu les as encore dans le bilan et là, tu as des plus-values latentes très importantes. Donc si tu cédais l'un, tu céderais l'autre. Les deux se neutralisent. Si tu n'as pas pris trop de risques de taux. Ouais. L'enjeu, tu parlais de provisionnement, on va couvrir surtout ce risque de taux. Oui. Et quand il y a une augmentation très rapide des taux, les modèles qui projettent notamment les remboursements anticipés, ne sont pas habitués à avoir des montées aussi importantes. Comment ça s'est traduit très concrètement ? Eh bien, il y a eu beaucoup moins de remboursements anticipés. Les prêts immobiliers faits à 1,50, 2%, n'avaient pas d'intérêt à avoir des remboursements. Donc ces cohortes-là, ces générations de prêts, mais ils ont une duration un peu plus longue que celle qui était anticipée au départ. Donc si tu te souviens, au moment où on a originé les fonds, on s'est couvert sur une certaine duration. Cette duration, elle peut évoluer avec le temps, à la hausse, à la baisse, en fonction des modèles. Mais quand on a des chocs de taux comme ça, on n'anticipe pas forcément toujours très bien. Mais on va se couvrir. On va prendre des instruments financiers qui permettent de couvrir le taux sur une durée plus longue, ou de la liquidité, si jamais il y a des problématiques de liquidité, mais là c'est plutôt un risque de taux, c'est-à-dire un décalage entre tes ressources à taux fixe, ce que j'ai emprunté à ma centrale de refi, et puis mes emplois, qui sont eux-mêmes à taux fixe, qui vont donc s'écouler beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Ça a un coût pour la banque qu'on sait gérer, mais évidemment, c'est un coût dans le compte de résultat tel qu'il est aujourd'hui sur des crédits qui ont été précédemment octroyés. C'est vrai aussi dans le sens inverse. Ça peut se passer dans le sens inverse. Là, on l'a vécu dans le sens. Parce que dans le sens inverse, là, pour le coup, tu accélérerais les renégos. Tout à fait. Voilà. Et on l'a vécu aussi il n'y a pas si longtemps. Donc, dans tous les cas. OK. Bah, écoutez, merci franchement pour ces... Je pense que même pour les auditeurs, ça sera des révélations, peut-être même pour certains, de comprendre tout ça. Sur les... Comment ça s'appelle sur les taux à venir... Vous voyez ça comment, vous? Alors, je vous demande pas d'avoir une boule de cristal, mais si on prend des éléments rationnels là-dessus, moi je retiens, à l'endroit où on se parle, oui, peut-être un ajustement, il y a peu de chances que ce soit par la baisse de l'OAT, mais plutôt un ajustement à la hausse. Personnellement, j'y vois pas
un risque majeur, contrairement à ce que certains disent, de désolvabilisation. C'est plutôt un effet de fourchette entre le renchérissement du coût du crédit pour les nouveaux acquéreurs, le fait qu'il n'y ait pas, sur le marché de l'immobilier, je parle une fois encore, qu'il n'y ait pas de baisse des prix de l'immobilier, et que derrière ça, on a peut-être une tension sociale et qui va se retraduire sur la solvabilité du ménage. Il peut peut-être y avoir un peu tout ça qui se met en place, mais globalement, comment est-ce que vous la voyez l'année, allez, on ne va pas se lancer magistralement, mais 2026. Alors, on rack tous les deux. Ah oui, alors, on rack ou de façon globale. Bon, l'anticipation, c'est que les taux longs vont rester élevés, durablement élevés, sur 2026. Et puis, probablement, on a parlé de comment on fixe la grille aujourd'hui. Il y a des risques émergents aussi, que les banques commencent à intégrer. Je parle de risque climatique, par exemple, qu'on commence à pricer un petit peu. Alors, c'est un tout petit morceau du sujet aujourd'hui, mais c'est un risque en devenir qui va se retrouver pricé, alors peut-être au-delà de 2026, mais dans le coût des crédits à l'habitat et dans les autres coûts des crédits par ailleurs. Quand tu dis le risque climatique, parce que je le comprends bien pour l'aide qu'on demande aux banques de venir sur ce sujet, etc. Mais le particulier... Exemple très concret, avec Ludovic, on fait du regroupement de crédits hypothécaires, on prend des garanties sur du résidentiel, de l'immobilier résidentiel, voilà. Eh bien, cet immobilier-là, il peut être dans des zones avec des risques physiques aigus, ou des risques plutôt de long terme, des risques de transition chronique, etc. Donc ça s'appréhende sur le long terme. Voilà la façon dont aujourd'hui on peut intégrer ces risques climatiques. Et puis l'autre truc, c'est que le régulateur, il est de plus en plus pressant, intrusif sur ces sujets-là, partout, et c'est pas nouveau. Si tu lis les orientations sur l'octroi de crédit, suivi des prêts, je crois que c'est 2020-2021, et d'ailleurs, il y a un passage entier sur la tarification des crédits. Et dans la tarification des crédits, il y a la partie risque ESG, donc environnement sociétal et de gouvernance, qui est intégré dedans. Voilà, c'est un petit paramètre qu'on va devoir intégrer dans notre tarification à l'avenir et qui peut prendre de la place. Alors, juste une question avant de continuer le tour de table sur cette ultime question de la table ronde, mais... est-ce qu'on fait souvent le rapport, et d'ailleurs ça a été le gros argument de la Banque Centrale Européenne pour pouvoir expliquer ces variations sur les taux directeurs, c'est la relation avec l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu dis on a des taux longs qui vont rester sans doute élevés par rapport à quoi? Parce que le vieux que je suis a connu des taux à 15%, 18%. Donc, mais ça fait très longtemps, je vous en prie. Soyez pas désagréable tout de suite. La situation du moment. C'est vrai que, je sais pas, un 3,50 ou un 3,12, comme tu le disais, ce sont pas des taux élevés. Non. Dans l'histoire du pays. C'est même d'ailleurs plutôt correct. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé une pente de taux dont on avait perdu l'habitude. Et celle-là, elle est très importante. À l'époque du quantitative easing, tout était flat, quoi. Et les taux, ils ne seront plus à 15%, parce qu'en fait, les taux longs, ils sont énormément corrélés à la croissance du pays. Et force est de constater que la Je parle ça des années 80. De la zone euro, aujourd'hui, elle est réduite et il n'y a pas d'espoir majeur de hausse forte de la croissance. Donc, en fait... les taux longs, ils vont rester à des niveaux relativement élevés. Et Julien parlait des risques ESG. Il y a un autre risque qui n'est pas encore visible, qui n'est pas très connu encore. C'est que tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'aujourd'hui, les banques immobilisent peu de capital, peu de fonds propres pour octroyer des crédits. Et qu'il y a une réforme de la réglementation bancaire qui s'appelle BAL 3 ou BAL 4, selon encore. Selon les Français ou Européens. Exactement. On est d'accord. Et qui prévoit, notamment pour les crédits immobiliers français, une hausse relativement significative des fonds propres que nous allons devoir mettre de côté quand nous octroyons des crédits, et qui peut ne pas être sans incidence sur la tarification finale du coût du crédit. Alors, je ne suis pas allé dans notre table ronde sur ce sujet-là, mais pourtant qui m'a largement tenu à cœur il y a 7-8 ans maintenant, puisque
j'ai souvenir, et les journaux s'en sont fait beaucoup écho, souvenir d'une délégation française auprès de Bruxelles pour essayer de contrer une velléité à vouloir systématiser une fraction des crédits immobiliers en taux révisables ou variables, et que on s'est prévalu d'un passage à travers la crise des subprimes plutôt très réussi par rapport à nos voisins, en contrepartie de quoi on nous a dit, OK, mais votre ratio de fonds propres, il doit être déjà plus élevé que les autres. Donc, les résultats des crash tests, on peut s'en féliciter pour le système bancaire français, mais il tient compte aussi de cette contrepartie dans la discussion. Et effectivement, c'était à horizon 2024, si je me souviens bien, et qu'on a déjà passé cette échéance. Et effectivement, je sais que Bruxelles est revenu à la charge. Tu as ça, et puis tu as aussi la question de la prise en compte du système français de caution mutuelle que la BCE continue de ne pas comprendre, n'accepte pas en réalité. Donc c'est assez problématique pour les banques françaises qui sont ça faisait partie de cette délégation, c'est-à-dire qu'on avait obtenu, la délégation française avait obtenu de maintenir ce niveau de garantie pour pondérer les fonds propres quasiment au même niveau que la garantie réelle qui était derrière. Mais aujourd'hui, OK, on arrête tout ça. Ludo, tu vois comment Moi, je pense qu'il va falloir continuer à être agile parce qu'on voit que la réglementation va un peu influencer. On voit que les conditions de marché, l'usure aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais avec des trajectoires qui sont un peu stabilisées maintenant, mais on voit quand même que ça a vraiment tangué depuis 18 mois. Je pense qu'il va falloir continuer à être très vigilant pour pouvoir proposer notamment aux intermédiaires, mais aux clients, une capacité de financement, que ce soit sur les crédits immobiliers. Il y a toujours un marché qui est je dirais, soutenu, même si on voit qu'il y a des difficultés sur les durées, sur la capacité d'un client à se projeter. Il y a un système de confiance aussi qu'il faut rétablir. Mais je pense que on est tous autour de là pour être des prêteurs et donc on veut bien faire ce métier. Alors on va s'adapter et on va essayer de fournir le travail. Est-ce que on pourrait, dans le cas où on imagine que, au contraire, les ménages français décident de contracter leur recours au crédit, on pourrait imaginer qu'ils accélèrent parce que ça va moins bien et qu'ils vont recourir au crédit. On pourrait aussi imaginer qu'ils rétractent pour éviter de protéger et de se mettre en situation de surendettement. J'en sais rien laquelle des deux raisons peut être vraie. Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer que, du coup, la banque se satisferait effectivement d'une contraction du crédit, ou au contraire, elle a tout intérêt à ce qu'elle puisse continuer, dans des conditions maîtrisées, la distribution du crédit? C'est le marché de l'offre et de la demande. On peut avoir la plus belle offre du monde. S'il n'y a pas de demande en face, ça va être compliqué. Donc, nous, les établissements de crédit, nous sommes là pour accompagner l'ensemble des ménages dans le cadre de leurs projets, que ce soit leur projet d'acquisition immobilière ou de financement de projets à plus ou moins court terme. Donc, on peut quand même rester et terminer sur une bonne note sur le fait que les taux un peu plus courts et les crédits qui ont vocation à financer des projets plus courts ou des crédits à la consommation ou de transition environnementale, eh bien, ces crédits un peu plus courts sont quand même davantage drivés par les taux de la BCE et qui eux-mêmes sont dans une tendance qui est plutôt flat, voire un peu descendante. Donc, sur la partie de crédit un peu plus court que les crédits immobiliers, on a plutôt des bonnes nouvelles quand même qu'on peut espérer dans les mois à venir. Olivier, je me tourne vers toi pour la fin de ce tour de table et peut-être faire aussi le lien avec un environnement économique international. On voit bien la pression que le président Trump essaye de mettre sur la Fed depuis quelques années. On voit aussi que le gouverneur, pour l'instant, tient le choc, mais il a quand même souhaité ne pas se mettre complètement à dos. Néanmoins, là, il a fait savoir que pour l'instant, il va, même s'il y a des risques, il ne va pas tout de suite réaugmenter par rapport à l'inflation. On est influencé aussi par... C'est la zone $. Donc oui, mais est-ce qu'on est influencé? Les répercussions sur la zone euro sont très indirectes et quasi impossibles à... Parce que tu as des mouvements de capitaux internationaux aussi qui viennent investir sur les autres. Tu as aussi le facteur change qui peut absorber une partie du choc.
choc. Donc moi, C'est un métier, je renonce à faire des prédictions de ce type. Sur le type-là, d'accord. Et encore plus à essayer de me mettre dans la tête de Donald Trump, pardon. Non, mais plus prosaïquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, environnement actuel inchangé, je pense qu'il est inévitable que les taux de crédit remontent à minima vers 3,50 dans les semaines qui viennent. Ce qui n'est pas une catastrophe, je suis d'accord avec toi, mais ce qui va quand même modérer le début de reprise qu'on avait sur les transactions immobilières. Voilà. Ensuite, à horizon de quelques mois, moi je surveille quand même 2 paramètres français, sans aller jusqu'à l'international, qui peuvent faire bouger les taux. Le premier, c'est la situation politique et le vote du budget. On a vu que l'OAT était monté jusqu'à 3,60 au moment où on a douté de la capacité de Le Cornu à reformer un nouveau gouvernement. Là, c'est très vite retombé, de façon assez étonnante d'ailleurs, 3,36. Mais tout ça, implicitement, il y a quand même l'attente des marchés que du coup, Sébastien Lecornu va réussir à faire voter un budget digne de ce nom avant la fin de l'année. Et à le faire tenir. Moi, je ne suis pas du tout convaincu que ce sera le cas. Enfin, je le souhaite, mais je surveille ça et on verra. Mais ça risque d'être la douche froide pour les marchés s'ils réalisent que finalement, on finit l'année sans budget, voire sans gouvernement. Et puis, si on se projette un peu plus, 2026, ce sera une année préélectorale, pré-présidentielle, une grosse échéance 2027. Donc on va commencer à avoir des sondages d'opinion, comme on en voit déjà. Et ça aussi, il faut le surveiller. Je rappelle qu'en Italie, on a le précédent italien, dans les 18 mois qui ont précédé l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, les marchés étaient inquiets de ce que serait son programme économique si elle arrivait au pouvoir. Les taux des emprunts d'État italiens ont pris 140 points de base. Alors je ne dis pas que ce sera le cas en France, ce sera peut-être moins que ça, mais en tout cas on peut avoir un choc de taux en 2026 qui est lié à la perspective de 2027. Voilà. Sans faire ensuite moi je ne fais pas de prédiction sur ce qui se passera vraiment en 2027, mais ça peut être un facteur d'agitation des marchés financiers qui peut malheureusement se répercuter dans les taux de crédit. Eh bien, touche du bois. Je tenais à vous remercier très sincèrement pour cet échange. J'espère aussi que nos auditeurs auront aussi appris ou mieux maîtrisé certaines données, etc. Votre vision globale est assez complète de tous ces sujets. On aurait pu en parler des heures, mais on rentrerait entre spécialistes à ce moment-là. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, on vous donne rendez-vous à une prochaine émission des Fans du Crédit et on vous souhaite une excellente soirée. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.